Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment vous portez-vous? Bien, j'imagine, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de dingue de sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Ce mercredi 27 juillet 2022, on se retrouve et merci de choisir Sport FM, la 91.9 que vous pouvez également recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous accompagner. Eh bien, dingue de sport de ce 27 juillet 2022 parle de la double confrontation amicale entre le Togo et la Côte d'Ivoire les 28 et les 31 juillet à venir. Il s'agit pour Jonas Kokou Komla et ses hommes de préparer les éliminatoires du CHAN Algérie 2023 contre, vous le savez, le MENA du Niger. Ce sera entre le 26 et le 28 août à venir. Début de la phase retour du championnat national de football féminin de première division. Une reprise compliquée pour Djabir, le vice-champion en titre, et Djara, balayé dans la poule B par Bella, 8 buts à 0. Ami du monde de son côté est sans égal dans le groupe A. Du beach handball avec la participation au tournoi continental qui commence ce mercredi 27 juillet 2022. Dingue de sport invite John Atisso de l'équipe de 128 et Prosper Agboklou de Togo Football News. Dingue de sport mise en onde, c'est Anas PM et la vidéo comme toujours est l'affaire de Sœur Fonelom. Je suis Franck Nouyama, bonne arrivée. Dingue de sport sur la radio qui mouille le maillot. John Atisso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va, grâce à Dieu. Très bien. Prosper Agboklou, merci d'être en studio. Merci pour l'invitation, merci à tous. C'est un plaisir. Et on va commencer par parler des préparatifs du CHAN Algérie 2023. Le Togo a un mois avant donc d'affronter le MENA du Niger en double confrontation dans le cadre du deuxième tour de ces éliminatoires du CHAN Algérie 2023. John Atisso, alors au jour d'aujourd'hui, il y a un nouveau regroupement qui est organisé. Ce sera jusqu'au 30 de ce mois. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est une équipe qui fait bien les choses, c'est encourageant. Je pense que c'est encourageant parce qu'on est à quelques mois. On parle de fin août, entre le 26 et le 28 pour le premier match de cette double confrontation face au Niger. Et à quelques mois, on commence un nouveau stage depuis le 23 dernier et on annonce déjà 2 matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est quand même une très bonne chose. Il faut bien se préparer comme on a l'habitude de le dire parce que l'ambition c'est de se qualifier pour le prochain CHAN. On a vu que la dernière génération, je parle de l'équipe qui a qualifié le Togo pour le CHAN de 2020 qui s'est disputé en 2021 au Cameroun, a laissé quand même un bel héritage que Jonas Kokou Komla et son groupe veulent véritablement marcher sur ça pour enchaîner une deuxième qualification. Maintenant, moi, je pense fondamentalement que le fait de choisir un adversaire dans la même zone que le Togo et surtout un adversaire qui a aussi l'ambition de jouer le prochain CHAN, c'est quand même une bonne chose en termes d'organisation, sur le plan technico-tactique, pour régler, pour faire les derniers réglages et ajuster les choses avant d'affronter le MENA du Niger dans quelques mois. Prosper Agboklou, oui, on est pratiquement à un mois de cette double confrontation contre le MENA. La Côte d'Ivoire, les éléphants restent un bon sparring partner. Oui, justement, je crois que nous l'avons toujours clamé ici. Il faut des matchs amicaux pour pouvoir tester de la valeur réelle donc des joueurs, parce que les entraînements se justifient mais n'égalent donc pas les matchs. Donc je crois que même si ce sont des matchs amicaux, des matchs testés avant donc le vrai match, le match de compétition, ça permet quand même à l'encadrement technique de voir les joueurs qui sont en forme, les petits problèmes qu'il y a, les manquements qu'il y a, pour pouvoir ajuster donc le tir, puisque les matchs amicaux, la plupart du temps, se jouent dans l'esprit de match de compétition, parce que les joueurs qui sont utilisés, alignés,
veulent toujours prouver à leur entraîneur qu'ils méritent donc leur place en sélection. Donc cela veut dire tout simplement que ce sparring partenaire reste quand même idéal parce qu'on se rappelle toujours du niveau du football ivoirien par rapport au nôtre. Donc je crois que Jonas Kokou également est en test. Donc cela lui permet d'avoir une idée générale de son effectif et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire donc, lors des 2 matchs en aller-retour. Voilà, des 2 matchs en aller-retour. Il y a 2 matchs à jouer contre la Côte d'Ivoire. Ce sera le 28 et le 31 au stade de Kégué. En attendant, on va commencer par écouter le sélectionneur des éperviers locaux, Jonas Kokou Komla. Je remercie les autorités sportives, la Fédération togolaise de football, pour nous avoir donné cette opportunité de jouer ces 2 matchs amicaux qui vont nous faire du bien. Les autres sont en train de jouer. Nous, on ne joue pas le premier tour. On s'est dit qu'il faudra qu'au même moment que les autres jouent, que nous aussi, on puisse avoir au moins 2 matchs pour qu'on puisse jauger le niveau réel des joueurs. On a joué contre des clubs, mais maintenant, il faut jouer contre des sélections. Avec les efforts des autorités, on a pu avoir ces 2 matchs. C'est déjà bon. Donc, ça nous permet déjà de se plonger dans la double confrontation contre le Niger. On va jouer avec le même état d'esprit, comme si on jouait contre le Niger. C'est-à-dire d'abord gagner, se mettre en confiance, assurer les bonnes choses qu'on a pour que vraiment on arrive à la double confrontation avec beaucoup de sérénité. Donc ce match, on le joue comme si on joue contre le Niger. Ce match, on le joue comme si on a 2 finales à jouer. Une finale le jeudi et puis l'autre le dimanche. Dans cet état d'esprit qu'on va jouer les 2 matchs avec beaucoup de sérieux, de détermination, d'engagement et puis avec surtout l'esprit de la gagne. Lors des éliminatoires derniers, la Côte d'Ivoire qui a été éliminée par le Niger. Comme on joue contre le Niger, il faudra cette fois-ci qu'on joue contre un des pays de la zone pour se confronter vraiment au football de l'Afrique noire. Parce que les Maghrébins, c'est beaucoup plus différent de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pour cela le choix de la Côte d'Ivoire, qui a aussi un très bon championnat, une très bonne équipe locale. Je pense que c'est un très bon match, un très bon test pour nous. Voilà, on va jouer avec beaucoup de mental, beaucoup d'engagement, beaucoup de sérieux, de détermination, ce qui veut dire qu'on se met déjà, on va dire, dans les conditions d'un match officiel, dans les conditions d'un match contre le MENA du Niger, il l'a dit, qui avait éliminé la Côte d'Ivoire du dernier CHAN. Franck, moi je vais vous surprendre, moi j'ai du mal avec ces genres de communication. Moi je pense que depuis un certain nombre de temps, nos sélectionneurs ne savent véritablement pas les mots placés dans un contexte assez précis. Moi je pense que nous jouons face à la Côte d'Ivoire, une équipe qui a éliminé le Niger lors des éliminatoires du dernier CHAN. C'est une bonne chose. En termes de pédigré, en termes de vécu, aujourd'hui on parle quand même de la Côte d'Ivoire. C'est quand même un championnat local assez relevé qui est quand même sur des chaînes internationales, des joueurs qui quittent le championnat, qui jouent directement en Europe. Ce n'est pas le cas ici. En termes de sparring partner, c'est un bon choix fait par le Togo. Maintenant, moi, j'aurais aimé que Jonas Kokou, comme l'a dit, depuis que nous avons commencé le stage, il y a eu quand même ces 2 matchs amicaux face à l'Algérie où on n'a pas pu véritablement marquer des buts, où on n'a pas été convaincant dans le jeu. J'espère véritablement qu'après ces 2 matchs amicaux, on a eu à travailler et je pense véritablement que ce que nous avions fait à l'entraînement, il va falloir aussi qu'on arrive à rééditer ça face à la Côte d'Ivoire. Et maintenant, s'il y a encore des réglages à faire, qu'on les fasse pour être prêts physiquement, tactiquement, techniquement, pour affronter le Niger. Mais moi, je pense que le fait de dire que c'est la gagne, nous voulons gagner, nous avons 2 finales à jouer face à la Côte d'Ivoire, moi, je pense qu'on est en train de se mettre une pression inutile, entre guillemets, parce que l'essentiel, ce n'est pas de battre la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas de dire aux enfants que il n'y a aucun match qui soit facile, montrez tout ce que vous savez faire, mettez-vous dans les conditions d'un match officiel. Est-ce que ce n'est pas ça? Franck, nous sommes une équipe en reconstruction. Quand on prend cette équipe, ce n'est pas la même équipe qui a joué le dernier CHAN. C'est une équipe en reconstruction qui n'a pas de référence, qui a encore beaucoup de choses à parfaire dans son jeu. On n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à produire un jeu collectif. Parce que j'occulte les derniers matchs amicaux qu'on a joué face aux forces armées et puis à l'SOTR. Moi, je parle d'un vrai sparring partner. Face à l'Algérie, on n'a pas montré un véritable visage. Maintenant, nous sommes face à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Nous n'arrivons pas à marquer. Il va falloir marquer. Nous n'arrivons pas véritablement à produire un jeu collectif. C'est ce qu'on va s'atteler à faire. Mais le fait de dire nous allons gagner, ça ne sert à rien de battre la Côte d'Ivoire et de se planter contre le Niger. Donc moi, je pense que l'essentiel, c'est de mettre tous les atouts de notre côté face à la Côte d'Ivoire, même si on est battu, parce que ce n'est pas les 3 points qu'on cherche. On cherche un jeu collectif, on cherche des combinaisons, on cherche à marquer des buts pour être prêt face au Niger. Oui, et Prosper Agbou,
surtout Jonas Kokou-Komlan, lorsqu'il dit il va falloir mettre de l'engagement, il va falloir mettre la détermination, de la volonté, il va falloir faire preuve de mental. Voilà, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? C'est vrai que c'est un match amical, hein? Oui. Ça n'a rien à voir lorsqu'on prend le match contre le Niger qui va être qualificatif. Oui, je crois que au niveau de Jonas Kokou, il faut déjà planter la dynamique. Vous savez, nous avons connu trop d'échecs avec tous les matchs éliminatoires auxquels nous avons participé avec les jeunes, les moins de 17 ans, etc., etc. Il reste que celui-là. Quand on voit que l'équipe nationale même patauge, je crois quand même que pour Jonas Kokou, c'est de donner déjà le rythme, de mettre les enfants dans l'ambiance du match qui va les opposer donc au Niger. Donc je crois que c'est peut-être pour lui une façon donc de motiver les garçons à pouvoir rester donc dans la quintessence de ce match-là. Donc pour lui peut-être si le discours n'est pas allé dans ce sens, ça ne sera pas une motivation supplémentaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, pour les matchs amicaux, c'est à travers des matchs amicaux qu'on réitère la confiance aux joueurs, à qui on peut donner donc tel ou tel rôle, ou bien à qui on peut faire confiance. Donc je crois que pour Jonas Kokou, c'est le moment de motiver les enfants, puisqu'il ne reste qu'un mois à faire. Donc lui, il fait comprendre à ses garçons qu'il suppose que c'est les éliminatoires qui sont en train de jouer. Donc, à partir de là, de les motiver. Bon, je comprends ce que John voudrait dire, mais je crois quand même que, le discours aussi compte dans un certain lieu, puisque tout ce qu'on a connu comme échec, on a été en Algérie, je crois que pour lui, ça devient un non-match. C'est-à-dire un non-événement, allez dire. Si les enfants doivent encore rester dans cet esprit, peut-être qu'ils n'auront pas qu'on appelle un état d'esprit de vainqueur. Donc à partir de là, pour vous, il sait que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'objectif, mais il veut faire comprendre à ces gens-là, à ces garçons, qu'il faut rester déjà dans l'esprit du match contre le Niger. Si on se fait battre, par exemple, par la Côte d'Ivoire, et que on attend d'aller battre comme on appelle le Niger, ce serait peut-être un leurre. Donc, c'est un mental qu'il est en train donc d'infliger, une philosophie qu'il est en train d'infliger aux garçons. C'est vrai que on a vu ce qui s'est passé en Algérie, mais ici, on est rentré. Si nous prenons un peu les choses vers le début, c'est que le regroupement du Niger, plutôt de l'Algérie, est venu un peu, je dirais, dans l'inconnu. On est revenu directement de la Turquie. Et immédiatement, la semaine qui a suivi, on est parti en Algérie. Donc là, je crois que les gens, maintenant, ils ont pris le temps de s'entraîner. Des regroupements ont précédé donc ce match-là. Donc je crois quand même que l'état d'esprit maintenant est différent de ce qui s'est passé contre l'Algérie. Et peut-être moi je justifie cela par ce discours qui vient donc de flanquer à ces joueurs. Oui. Je ne dis pas de ne pas être ambitieux. Je ne dis pas de ne pas se projeter sur une quelconque victoire face à la Côte d'Ivoire. Mais moi je dis que chaque contexte avec sa communication. Nous sommes des journalistes et à chaque fois que nous publions des articles par rapport à la sélection togolaise, on voit des retours du public. On voit ce que le public est en train de dire. Aujourd'hui, je le dis, si nous avons une équipe compétitive qui enchaîne des victoires, et si on dit « je veux gagner la Côte d'Ivoire », on sait qu'à travers la dynamique dans laquelle nous sommes, c'est possible qu'on puisse battre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Peut-être que le sélectionneur a fait confiance à son groupe. Une chose, c'est de faire confiance et une chose, c'est de prouver ce qu'on veut véritablement faire sur le terrain. Et aujourd'hui, cela ne plaide pas en notre faveur. C'est pour ça que je dis, j'aurais aimé qu'ils disent que nous avons mis quelque chose, nous avons mis un schéma tactique en place que j'aimerais voir face à un adversaire huppé, face à un adversaire d'un certain standing, voir si mes joueurs peuvent rééditer cela face quand même à la Côte d'Ivoire. J'aurais aimé que de nous dire que nous avons 2 finales face à la Côte d'Ivoire, alors que c'est un match pour moi qui va servir de préparation pour véritablement ajuster. C'est le mot final qui vous dérange. Effectivement, et surtout la gagne. Il va falloir coûte que coûte gagner, qu'il va falloir être dans cet état d'esprit avant le Niger. Non, oui, nous voulons aller au Chan,
Mais pour aller au CHAN, il y a un processus. Et le processus, c'est de passer par la Côte d'Ivoire en gommant les erreurs, en ajustant des choses, afin d'être prêt le jour J. On va encore écouter le sélectionneur Jonas Kokou-Komla à propos du brassard remis à Ouomé Dové. Depuis la première séance jusqu'à aujourd'hui, tout se passe bien sur le plan de la volonté, de l'envie. Il y a cette envie qui est là, cette détermination. Tout le monde a envie de faire quelque chose. Tout le monde a envie de prouver que vraiment on doit se qualifier pour le CHAN. Donc c'est avec cet état d'esprit que les joueurs s'entraînent. Il y a la détermination, l'envie est là, l'esprit de la gagne est là. Donc on espère aussi que ce même état d'esprit qu'il y a lors des séances d'entraînement va se concrétiser lors des matchs amicaux aussi. Pourquoi avez-vous choisi de donner le brassard de capitaine à Ouomé Dové? C'est le plus ancien, on a besoin de son expérience. On a besoin de lui pour vraiment diriger ses jeunes frères. Donc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui c'est le doyen, il a beaucoup d'expérience, il a un vécu. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait le brassard pour être le porte-parole, le porte-étendard du staff auprès des joueurs. Donc je pense que le fait qu'il a le brassard, ça ne doit pas surprendre personne. Il le mérite. Avec son expérience, il va vraiment diriger et puis mener à bon port ses jeunes frères. Oui, Ouomé Dové qui fait partie des éperviers ayant goûté au quart de finale de la CAN, c'était en 2013. Il avait marqué, on va dire, un super but sur une passe chirurgicale, on peut le dire, de Mani Sapol. C'était en 2013. Souvenez-vous, oui, le brassard à Ouomé Dové. Il a dit le plus ancien, le plus expérimenté certainement du groupe. Oui, je crois que c'est légal. Autant dire Ouomé Dové reste quand même une référence ayant été donc à plusieurs campagnes, ayant participé à plusieurs campagnes des éperviers. Je crois quand même qu'il le méritait. C'est l'un des joueurs les plus courageux qui, après comme on appelle l'extérieur, revient pour se remettre donc dans le bain de la compétition. Je crois que ça mérite quand même d'être encouragé et Jonas Kokou a eu le flair donc de comprendre que c'est cela. Et puis il a dit quelque chose qui m'a convaincu, c'est que lorsque vous avez un joueur aussi expérimenté dans l'équipe, ça sert quand même de relais sur le terrain parce que le repositionnement et le langage psychologique qu'il faut apporter, tout ça là, on peut prendre des buts et les plus jeunes déjà commencent par se frissonner et le plus expérimenté qui a eu du vécu peut donc les galvaniser, les remonter. On l'a vu avec Benzema. Même si je ne supporte pas la France, Benzema reste quand même une référence qui, lors de la Ligue des Champions, a quand même... Avec le Real Madrid. Voilà, motivé ses collègues. Ouomé Dové peut jouer un tel rôle. Il peut jouer ce rôle-là. Donc, je crois que c'est une bonne action qu'il a posée. Et ça, je souhaite quand même pour Ouomé Dové de pouvoir réussir sur cette pente-là. Sur le dernier stage, on l'avait pas vu Ouomé, il semble que oui, il y avait de petits trucs à régler. Cette fois-ci, il est de retour dans l'effectif et il a le brassard. C'est une responsabilité. C'est un joueur qui en a vu plus. Hein. Oui, c'est un choix que personne ne peut contester. On connaît Ouomé Dové, on connaît quand même qu'il est une référence en termes de milieu offensif ici au Togo. Il a préparé à plusieurs compétitions avec la sélection nationale. Vous parliez d'ailleurs de la belle campagne au niveau de l'Afrique du Sud lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Il a d'ailleurs marqué ce joli but face à l'Algérie. Donc, c'est un choix que personne ne peut contester. C'est quelqu'un qui a l'expérience, qui sait comment il faut gérer les temps forts et les temps faibles. Je pense qu'il va véritablement être le relais du sélectionneur sur le terrain. Et je pense que c'est ce qu'on devrait faire à un certain Mani Sapol avec l'équipe qui a joué le CHAN en 2020. On aurait pu permettre à Mani Sapol d'être avec les jeunes, même s'il ne sera pas titulaire, de véritablement apporter son expérience dans les moments clés de cette compétition. Mais hélas, on ne l'a pas fait. Mais Jonas Kokou, comme on l'a compris... Il a pris sa retraite, Mani Sapol. Oui, mais avant le CHAN 2020 au Cameroun. Oui, donc Jonas Kokou, comme on l'a compris, qu'il va falloir quand même miser sur un joueur d'expérience. Et je pense que Ouomé Dové en est la parfaite illustration. Un autre joueur, lui, il est plus jeune, c'est Idrissou Adi, le défenseur du Dynamique togolais convoqué pour la première fois en sélection. Je tiens à remercier le coach pour la confiance qu'il a eue en moi et je tiens à remercier les coéquipiers aussi
pour leur accueil. Notre objectif, c'est de se qualifier pour le prochain CHAN. On aura besoin de tout le monde. Étant joueurs, nous tous, on a nos objectifs. Je suis très heureux de ma première convocation et j'espère donner le meilleur de moi-même. On a un objectif à accomplir, donc il faut qu'on se concentre et il faut qu'on travaille dur. Dans les séances, tout se passe bien. Nous tous, on écoute ce que le coach nous dit et j'espère que ce stage va beaucoup nous aider. Ce stage va beaucoup nous aider, dit Idrissou Adi, le défenseur du Dynamique togolais. Oui. C'est un bon défenseur que j'ai suivi quand même en championnat. Oui, qui a un calme olympien. Il ne fait pas partie des défenseurs gnaqueurs. Ceux qui vont... qui sont durs sur l'homme. Non. Il est calme. Voilà, très calme. Il va posément, il joue, il ordonne sa défense. C'est vrai que entre-temps, pour le Dynamique togolais, ça n'a pas marché, surtout vers la fin. Mais je crois qu'il mérite quand même sa place à ce niveau-là. Voilà. Et Lidi Bessi Kama, docteur Lidi Bessi Kama, ministre des Sports et des Loisirs, qui prend part à la 10e conférence des ministres des Sports du Commonwealth, c'est-à-dire des pays ayant en commun la langue anglaise. C'est à Birmingham, en Angleterre. Voilà, que ça puisse apporter plein de choses pour le sport togolais. Et voilà, on aura fini de parler des préparatifs en vue de jouer contre le Niger les 26 et 28, ou bien entre le 26 et le 28 août prochain contre le MENA du Niger. L'équipe nationale locale est en regroupement et ça va, ce regroupement va continuer avec des matchs amicaux demain et puis le 31 contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce sera au stade de Kégué. Et on va parler du championnat national féminin de première division. La reprise, c'était la dernière fois. Tout le monde l'a constaté avec des résultats qui ont étonné plus d'un. Oui, mais nous qui sommes proches un peu de ce championnat, cette victoire de 8-0 de Bella face à Diarra, ce n'était pas forcément une surprise. La surprise, c'est peut-être cette défaite, cet effondrement de Djabir, le vice-champion en titre devant, on va dire Gazelle, 1 but contre 6. Et il semble que le vice-champion a eu des difficultés, des joueuses n'ont pas fait le déplacement, il n'y avait pas de réservistes, ainsi de suite. C'est ce qu'on a compris. Voilà. Reprise difficile pour Djabir. Quand moi-même j'ai suivi le résultat, je suis retourné donc dans mes calepins pour voir si ce n'est pas la même équipe de Djabir qui totalisait 15 points en phase aller, qui est première. Et ça m'a beaucoup étonné. Je me suis dit quelque part que peut-être ça manquait alors de préparatifs. Et comme tu viens d'en rajouter à mes pressentiments, voilà que c'est une équipe, nous l'avons appris, qui n'avait même pas de réservistes et qui souffrait donc d'un problème d'effectifs. Alors, comment on est en train de gérer les effectifs au niveau donc de nos équipes, ça aussi, c'est une question sur laquelle il faut revenir. Nous sommes en période de vacances, on a congédié les jeunes filles pour la CAN. Elles sont revenues, donc je crois est-ce qu'il y a eu un suivi? Qu'est-ce qui s'est passé donc par la suite pour que l'équipe type ne soit plus donc en place? Ça, c'est une grande interrogation. Donc la gestion de l'effectif, la gestion humaine également manque à ce niveau-là. Maintenant, je dis, est-ce que cela pose aussi réellement le problème donc, de motivation? Est-ce que les filles sont réellement motivées par rapport à leurs prestations? Qu'est-ce qu'elles font? Quand Djabir a terminé la première phase en tant que meilleure équipe donc de la zone septentrionale, qu'est-ce qui a été fait après? Et comment on n'a pas su garder donc cette dynamique-là pour reprendre à la reprise, je crois. Alors qu'on savait que juste après la CAN, c'était une pause CAN. On savait que juste après la CAN, ça allait redémarrer et on en est resté donc à cette étape-là. Oui, vous êtes surpris, John, vous? Bien évidemment, Franck, parce que quand on voit une équipe qui marche sur la zone nord, qui a été surpris avec une lourde défaite de la sorte, il faut dire que cette défaite et surtout les causes de cette défaite montrent à suffisance que
il va falloir véritablement mettre assez de moyens dans le football féminin. Il faut d'ailleurs saluer les différents présidents de clubs qui consentent énormément d'efforts financiers pour permettre à ces clubs-là de survivre. Aujourd'hui, la FIFA met énormément de fonds au niveau du football féminin pour développer cette discipline-là. On voit un peu partout comment le Maroc, l'Afrique du Sud et les autres se sont développés à une vitesse grand V. Aujourd'hui, le Togo a quand même les mêmes fonds que ces pays qui ont également pris une initiative personnelle à travers l'État et la fédération pour injecter des millions d'euros pour véritablement développer ce football féminin. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui, parce qu'il va falloir que la première participation à la Coupe d'Afrique des Nations marque véritablement le coup. On va y revenir, puisque le président de la fédération togolaise va en parler. On va y revenir. Donc, Djabir, qui a fait 5 matchs, 7 victoires lors de la phase aller, se perd complètement contre Gazelle Football Club, qui est en train de revenir dans ce championnat. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, on va dire, cette déroute? Il semble qu'il n'y a plus de joueuses, ou bien elles sont malades, ou il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je pense qu'on a vite enchaîné après la CAN. Il devait y avoir encore une pause. Je pense que oui, il y avait eu une pause CAN, mais il y a quand même des joueuses qui ont fait partie quand même de... pas qu'au niveau de Djabir. Dans d'autres cas, il y a des joueuses qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations. On aurait pu leur accorder au moins quelques temps, peut-être 2 semaines, pour se préparer, pour mettre en place des choses avant de lancer. Donc aujourd'hui, on est face à cette situation. On espère que le problème va être résolu à ce niveau pour que les joueuses puissent revenir afin de permettre à Djabir de garder sa première place. Voilà, Djabir battu par Gazelle. 1-6. Alors qu'au match aller, Djabir avait emporté 1-0. Oui, le score le plus lourd de de cette 6e journée dans la poule B, c'est bien 8-0 infligé à Djara Football Club, qui est d'ailleurs dernier de cette poule. Et ça va, au-delà de cette défaite, Djabir reste leader dans ce groupe B avec 15 points. Deuxième, Gazelle, 13 points, suivi de Bella. Troisième, Gazelle est quand même la surprise de ce groupe B. En 4e position, on retrouve USAMU, 7 points. Étoile féminine, 4 points. Et puis Djara, on vous l'a dit, 1 point sur 18 possible pour cette équipe de Sotobois. Si je me trompe, Djara de... Oui, c'est ça, non? Oui, je crois que c'est ça. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. On va pouvoir se retrouver. Et, on parle un peu maintenant du groupe A avec Amis du Monde qui est sans égal, 6 matchs. 6 victoires pour ce club, 18 points après 6 matchs. Là, c'est un parcours sans faute. Ouais, c'est Amis du Monde. C'est Amis du Monde. La saison dernière, elle a été dépossédée de son titre. Donc, par l'État. Oui, donc cette saison, l'équipe veut véritablement reprendre son dû, comme je peux le dire entre guillemets. Aujourd'hui, elle est encore étoffée par l'expérience acquise par ses joueuses, à l'instar de Sama Koudjoukalo et les autres. Donc, on a vu que cette joueuse a d'ailleurs marqué. Et également dans ce match, outre la victoire, on a vu la mauvaise sortie de la gardienne titulaire à Mouklouamé sur le but de Lucie Ganti. Donc, dans l'ensemble, c'est une belle victoire pour l'équipe d'Amis du Monde qui reste sur son sans faute. Amis du Monde, il n'y a rien à dire. 6 victoires en 6 matchs. Oui, je crois que c'est la meilleure qui se dégage pour l'instant. Elle a fait 6 matchs, 6 victoires. Il faut quand même dire que les matchs contre Tempête ont été toujours très, très âprement disputés. Je me rappelle donc du match aller où c'est Tempête qui a mené 2-1 avant donc de se faire rattraper, dépasser. En fin de partie, 5-2. Et la dernière fois également, c'est Amis du Monde qui a bien démarré en menant 2-0. Je crois qu'elle avait pensé faire le plus difficile, mais il y a quand même cette joueuse que moi je continue quand même pas à apprécier, qui s'appelle Lucie Gantim, qui reste quand même une buteuse pentantée et qui a encore fait parler d'elle la dernière fois. Et je crois que au niveau d'Amis du Monde également, on doit commencer quand même par préparer la relève de Amoklou. Je crois que cette fille a fait quand même beaucoup
pour cette équipe et l'équipe nationale, il va falloir quand même commencer. Puisque moi, je l'ai vu à ses débuts, elle était pimpante sans faute. Elle faisait des matchs complets. Mais maintenant, 35 ans. Ouais, voilà, elle sent la lourdeur de l'âge, le poids, la peur. C'est comme moi, si je vais maintenant au stade, quand on fait les frappes, j'ai peur même de me coucher sur le ballon. J'ai même peur de rentrer dans les buts parce que avant, très jeune, on sautait comme... Donc je crois que Amouklu en a fait. Il va falloir quand même commencer par lui trouver une relève. Lui trouver une relève. Et dans ce groupe A, c'est Atleta qui, on va dire, déçoit un tout petit peu. Troisième avec 10 points. Mais elle a gagné la dernière fois. Oui, elle a gagné son match face à Biliva. 4 buts à 1. C'est cette équipe qui va représenter le Togo dans les préliminaires de la Ligue, on va dire, africaine. Oui, elle va jouer contre, par exemple, les championnes du Ghana, les Darko Ladies. Ben, il y a du travail. Oui, il y a véritablement du travail. On a vu l'équipe Ampem Darko Ladies face à l'équipe nationale en amical au stade de Kégué. C'était 3-0. 3-0, 0-0 à la mi-temps et puis 3-0 en deuxième période. La sélectionneur avait expliqué qu'il y avait eu plusieurs changements pour voir d'autres joueuses. Donc c'est pour ça cette lourde défaite. Mais c'est une équipe qui a une fière allure. Et à part ça, il y a Bayelsa United dans ce même groupe. Il y a également une équipe venue du Burkina Faso. Donc c'est quand même un groupe assez relevé pour le Nigeria aussi. Oui, le Nigeria, je pense, c'est Bayelsa United, oui, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un groupe assez relevé pour Atleta. Et je pense que comme on l'a fait pour Amis du Monde la saison dernière, il y aura des renforts avec des joueuses issues d'autres clubs pour véritablement étoffer cette équipe-là pour bien représenter le Togo en Côte d'Ivoire. Voilà, Atleta, troisième avec 10 points et Ahé FC, quatrième avec 10 points aussi. Biliva, 4 points, cinquième. Et Wina Girls, qui n'a pu prendre le moindre point en 6 journées de compétition. 0 points sur 18 possibles. Quelles sont des UNES? Oui, véritablement, ça ne marche pas pour le moment, puisqu'elles ne gagnent donc pas. On va les appeler les Losses, pourquoi pas? Les Losses Girls. Voilà, donc c'est un peu dommage, difficile pour Wina Girls. Elles sont en train d'apprendre. Et comme on l'a dit, Amis du Monde est en tête avec 18 points. Sans faute pour le moment pour les Amis du Monde avec Tempête deuxième. C'est la surprise également à ce niveau du groupe A. Et voilà ce qu'on va pouvoir dire par rapport à ce championnat et qui va pouvoir disputer sa 7e journée. Et j'allais dire le week-end à venir. Eh bien, tout le monde dit normalement cette participation du Togo à la CAN des dames qu'a gagné l'Afrique du Sud. Et on vous le rappelle que le président sud-africain Cyril Ramaphosa milite désormais pour l'égalité des salaires au niveau des hommes et des dames. Mais ça prend de l'ampleur et il semble qu'on doit mettre plus de moyens pour développer, pour booster le football féminin désormais au Togo. On va écouter le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi Akbovi. Vous savez, cette participation de l'équipe togolaise est une première et nous en sommes très fiers. Nous avons vu comment notre équipe féminine a évolué et nous ne sommes pas déçus. C'est vrai, on n'est pas allé jusqu'au bout. On a été éliminé très tôt, mais nous avons vu la prestation de nos jeunes filles et c'est encourageant. Ce qui nous donne encore la possibilité de travailler beaucoup plus et pour faire avancer les choses du côté féminin. Alors ça vous donne des idées pour une nouvelle orientation par rapport au foot féminin, mettre plus de moyens? Exactement. Nous l'avons dit déjà, même en collaboration avec notre ministère de tutelle. Je crois que les prochaines séances, je crois que nous allons faire beaucoup plus pour débooster le football féminin au Togo. Voilà, le colonel Guy Kossi Akbovi, président de la Fédération togolaise de football. Il promet plus de moyens pour développer le football féminin. Il va falloir le faire. Franck, je pense que ici au Togo, on n'est jamais dans le concret. On parle beaucoup, on dit on va mettre assez de moyens. Nous allons mettre combien? On est souvent dans la rhétorique, oui. Pas dans le nous allons mettre véritablement combien? Et maintenant, à quoi vont servir ces fonds concrètement pour développer le football féminin au Togo? C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être qu'au moment de l'interview, le
colonel président n'avait pas les éléments pour donner ces précisions. Donc c'est maintenant que nous commençons la réflexion. Peut-être. Franck, moi je pense humblement qu'il faille qu'on aille à l'école marocaine. Le Maroc a injecté 4 millions d'euros pour développer le football féminin au Maroc. Et d'ici 6 ans, ils vont atteindre, je pense, plus de 4 000 licenciés et plus de 97 000 arbitres pour les compétitions internationales. Et aujourd'hui, le fruit est là. Le Maroc est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations et s'est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça, ce sont des faits concrets. Ce sont des actions concrètes. C'est ce que nous voulons que nous fassions ici au Togo. Nous sommes qualifiés à la CAN, je ne peux pas dire par accident, mais cela a surpris plus d'un. Parce qu'en amont, il n'y a eu aucun travail qui a été fait. Il va falloir qu'on ait le courage de le dire. Il n'y a aucun travail qui a été fait, mais Dieu merci, on s'est qualifié. Maintenant, il va falloir que cette qualification puisse nous donner cette opportunité-là, parce qu'après, il y aura des retombées financières au niveau de la CAF, il y aura quand même les fonds de la FIFA, et il va falloir aussi que le ministère, par le truchement de l'État, puisse injecter des sous, parce qu'aujourd'hui en Afrique, c'est un chantier, le football féminin, c'est un chantier qui est encore vide. Plusieurs pays n'ont pas encore développé le football féminin, et je pense que si nous nous levons plus tôt, je pense qu'on pourrait être quand même une référence, parce que sans moyens, on a vu ce que ça a donné. Et si nous injectons assez d'argent, assez de fonds, on pourra quand même concurrencer les gros sur le continent. Oui, on a vu d'autres pays comme la Zambie qui a montré qu'elle était capable, les Copper Queens qui sont également en Coupe du Monde. On a vu le Nigeria, c'est sans égal, 11 titres de champion d'Afrique. Rien à dire. La Guinée équatoriale en a gagné 2. Voilà, et le Maroc, la dernière fois en finale, ce pays qui investit avec le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Ledja, qui fait un énorme boulot là-bas. Les pays comme l'Afrique du Sud qui vient aussi de gagner la compétition. Mais c'est intéressant et vous l'avez dit, c'est un chantier vide, même on va dire, vierge, qu'on peut exploiter rapidement. C'est le moment ou jamais d'investir. Je crois que ça donne un peu plus de motivation. Quand vous voyez les jeunes filles dans leur prestation, plutôt allais-je dire, lors de cette phase, parce que la CAN et l'Euro féminine démontrent quand même à suffisance que c'était une erreur de croire que c'est seulement le football masculin qui devrait donc auquel nous devons nous contenter. Maintenant, tout le monde a vu la capacité de la femme à se produire sur le terrain. Même, je l'ai dit, même si nos joueuses n'ont pas atteint le plus au grand niveau, on les a vues quand même ne pas être ridicules. Même si elles ont perdu elles ont fait 2 grosses défaites, elles n'ont pas été ridicules. On les a vues donc dans l'orientation du jeu, dans la conception du jeu. Elles jouaient, elles faisaient le jeu. On a vu la Zambie, on a vu le Nigeria, on a vu le Maroc, la teneur, donc la capacité donc de ces filles-là à faire valoir donc leur connaissance, leur intelligence sur le terrain nous amène aujourd'hui. Je suis du côté du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui milite pour l'égalité. Oui, parce que si les jeunes filles, la dernière fois, qu'on appelle les Marocaines ont été en finale, ce que le Maroc homme n'a plus fait, ça fait longtemps. Ils ont gagné la CAN depuis 1976 et les filles là sont allées en finale. Les garçons n'y vont pas. La dernière fois, on a vu l'Afrique du Sud remporter au niveau des hommes. Ça fait longtemps que le C'était en 96. Voilà, vous voyez donc, tout ça là montre que on peut compter, militer et investir dans le football féminin. Et aujourd'hui, plus tard, on peut récolter donc les fruits. Donc, je rejoins vraiment John qui disait que il faut quitter un peu plus la propagande. Il faut aller donc au concret. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans le football féminin? Ça fait donc la part belle donc des discussions. Est-ce que les filles jouent pour jouer ou elles jouent pour compétir? Si c'est pour compétir, il faut réellement mettre la chose en jeu, mettre les filles dans les conditions qu'il faut, préparer les équipes, investir. La FIFA, on nous dit qu'elle envoie l'argent. Donc cet argent-là, l'investir, la planter pour qu'on ne dise pas que à chaque fois, on fait le championnat des garçons
avec l'argent des filles. C'est paradoxal. Si à chaque fois on doit faire le championnat des garçons avec l'argent des filles. C'est comme ça. C'est ce que les gens nous disent. Je ne dis pas que c'est ça. Vous n'êtes pas sûr. Oui, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas la fédération. Mais à chaque fois que vous posez la question, certains vous disent que on fait le football, le championnat des garçons avec l'argent des filles. Non. Il faut qu'on fasse le football des filles avec l'argent des filles et chercher l'argent des garçons pour les garçons. Très bien, voilà. J'espère que les décideurs sont à l'écoute. Voilà, on n'apprend rien à personne. Tout le monde sait à quoi s'en tenir pour désormais développer le football féminin ici au Togo. Et l'on va parler beach volley maintenant avec le Togo qui participe à la Coupe d'Afrique de la discipline là-bas à Agadir au Maroc. Ça commence aujourd'hui pour le Togo, mais avant on va pouvoir écouter Florent Apé-Zoumon. On s'est entraîné ce matin juste pour pouvoir corriger quelques lacunes, pour s'habituer au milieu, voir les difficultés, le soleil par rapport au vent, corriger tout juste quelques trucs pour pouvoir bien compétir. C'est déjà un grand plaisir pour nous parce que le beach volley aujourd'hui, ça a beaucoup développé. Au fur et à mesure que nous participons à des compétitions, on apprend toujours. Donc nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui à Agadir pour occuper un meilleur rang, pour que sur le plan africain, au moins, on soit dans les 10 premiers. On remercie beaucoup Madame la ministre pour tous ses efforts et tous les voleurs, toute la fédération qui est derrière nous et avec leur encouragement et toute la famille du volley. Voilà, Florent Apé-Zoumon, l'un des beach volleyeurs du Togo. Et derrière lui, on va pouvoir écouter un responsable de la Fédération togolaise de volleyball, le deuxième vice-président Baoubadi Abete. Je suis confiant. Dans tous les cas, comme on le dit, lorsqu'on se prépare pour aller à la guerre, on est toujours confiant. Comme on le dit aussi, le terrain qui commande, arriver à Agadir, on verra. Mais vu les entraînements, vu la prestation, mais on est confiant quand même par rapport à ce que nous avons vu aux entraînements. Voilà le deuxième vice-président de la Fédération togolaise de volleyball, Baoubadi Abete, interrogé par Angelo Folikoué. Le calendrier du jour à 17h, le Togo joue contre l'Algérie et puis après on aura un autre match du Togo, ce sera contre la Gambie à 19h. Voilà un peu ce qui attend le Togo aujourd'hui par rapport à cette compétition de beach volley. C'est la Coupe d'Afrique de la discipline là-bas à Agadir au Maroc. Voilà un peu ce dont on va parler. On va dire tout simplement que le beach volley, normalement, le Togo doit pouvoir être à l'aise parce qu'il y a une belle plage ici. Mais souvent, c'est un peu négligé. Mais les nouveaux responsables de cette fédération affichent une certaine volonté. Bien évidemment, ces joueurs-là, ils sortent d'ailleurs de plusieurs années sans compétition. Et dès la prise de fonction du nouveau bureau, à la tête, nous avons Noël Tadegnon qui a quand même pris son bâton de pèlerin et qui a permis quand même à ses volleyeurs de véritablement s'entraîner avec l'aide du ministère des Sports. Il faut quand même saluer le travail qui se fait d'ailleurs au niveau de ce ministère-là, parce qu'aujourd'hui, je vais faire quand même un petit détour, parce qu'aujourd'hui, le Togo est pratiquement dans toutes les disciplines, pratiquement dans toutes les compétitions. Aujourd'hui, quand on prend le football, il y a la U17, la U20, l'équipe féminine, l'équipe A, et puis l'équipe locale qui compétissent. À part, nous avons quand même le beach volley qui est actuellement à Agadir. On a l'équipe nationale d'échecs qui va quand même jouer en Inde. Oui. Donc aujourd'hui, on a vu même les tennismen. Bien évidemment. Donc aujourd'hui, avec Madame le ministre qui quand même a de l'ambition, qui a quand même une certaine vision, essaie quand même de peser de tout son poids pour que les moyens puissent sortir en faveur de toutes les disciplines, pas que seulement pour le football. Maintenant, quand on prend le beach volley, c'est quand même une équipe nationale qui a de l'ambition. 23 nations à Agadir et puis elle veut être parmi les 10 premières en Afrique. On espère vivement qu'elle puisse faire une belle entame de compétition face quand même à l'Algérie. Voilà, face à l'Algérie et justement à cette compétition d'échecs, ça démarre
démarre demain 28 juillet et prend fin le 10 août à Chennai en Inde. Et le Togo y participe. On va pouvoir dire que Améou Komla veut rejouer en National 1 en France. Bah oui, à 38 ans, il veut... Ah oui, il se sent toujours à fort. Puis Ronaldo à 35 ans, je crois. Donc, on va plus 37 oui, ans. On a vu, qu'on appelle Maldini, elle est pratiquement à 40 ans. On a vu, comme on appelle Dino Zoff, le gardien, l'ancien gardien italien, 40 ans, 41 ans, remporté la Coupe du Monde. Goal de la Squadra. Mais il a fait un long break. Oui, il a fait un long break. Mais bon, s'il se sent encore capable. Oui, mais là, c'est l'équipe réserve. C'est l'équipe réserve de Cholet qui évolue en Régional 1. Donc là, le niveau n'est pas assez élevé. Il peut tenir. Il pourrait tenir. Donc là, on sait que Améou Komla, c'est quand même un joueur qui a une grosse frappe, qui est technique, qui est à l'aise sur le coup de pied arrêté. On espère qu'il va apporter toute son expérience à cette équipe modeste. Voilà. Jonah Tissot, merci d'être venu. Prosper Agboklou, merci de venir partager ces moments avec nous. Eloma Dovon, merci. Anas PM, merci à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt.